malgré mes occupations et mes nombreuses responsabilités. Je prends le temps de me souvenir de ma ressource la plus précieuse, la plus inestimable, la paix de mon esprit. Je trouve une position confortable et je prends le temps de me détendre. Je relâche toutes les tensions. Puis je me tourne vers l'intérieur. Je me concentre sur mon esprit, cette extraordinaire source subtile de mes pensées. C'est l'outil le plus puissant et le plus délicat de ma conscience. En m'intériorisant, je me rapproche tranquillement de mon essence. Et je découvre que mon essence est la paix, une paix profonde et pure. Une paix naturelle émane de mon esprit comme un parfum. Comme la vibration de cette paix m'enveloppe entièrement. Il m'est très facile d'oublier l'extérieur, de laisser de côté mes préoccupations et tous les problèmes de la journée. Je me réserve ce temps pour goûter au trésor de la paix. Dans la forteresse intérieure de mon univers de paix, je fais grandir mon expérience de cette paix naturelle. Mes pensées ralentissent et je savoure cet instant de paix. Je ressens l'immensité de ma paix. Je suis entièrement imprégné de cette paix naturelle, parfaite, infinie.
Je me sens nourri, rafraîchi, revigoré par la puissance de ma paix. Je profite de ces quelques moments de douce solitude pour me reposer sous le soleil de cette magnifique paix. Je me sens comblé. Bon ça. J'ai toujours des pantalons blancs, c'est pour ça. Vous allez bien? Good. Toi, t'as pas de pantalon, mon ami. On pouvait pas le manquer. C'est ça. Ah là là. Alors, on va penser au bonheur. C'est un thème joyeux, non? Et la question que je me pose, moi, c'est un peu, c'est quoi notre relation avec le bonheur? Quelle relation est-ce qu'on cultive avec le bonheur? Et il y a des images qui nous viennent en tête, des petits bonheurs qu'on avait ramassés comme ça. Tu trouves un petit bonheur, tu le ramasses. L'image qui vient des fois dans la notion de bonheur, c'est que plus on court après le bonheur et moins on le trouve. Et qu'on voit que beaucoup de gens dépensent énormément de temps, d'énergie, de pensée dans cette quête du bonheur. Et que quand on a une vision d'un bonheur très défini qu'on souhaite atteindre, souvent ces bonheurs-là finissent par nous échapper. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, puisqu'on souhaite le bonheur. Mais des fois, on lui donne une forme très particulière, puis on s'attache à vouloir cette forme de bonheur-là. Et il y a des gens pour qui, quand on définit le bonheur, pourraient faire une recette du bonheur, en disant que pour eux, être heureux veut dire avoir, ou être, ou posséder, ou être en relation de telle ou telle façon. Et je ne sais pas, est-ce que vous auriez une façon de définir le bonheur? Être libéré de... Non, c'est pas ça. Alors, hein? Non. Comment est-ce que vous pourriez définir... c'est ça la relation qu'on entretient avec le bonheur. Parce qu'on peut se demander, OK, en quelle mesure est-ce qu'on est vraiment heureux? Puis évidemment, on ne prendra pas le temps ce soir de tout distinguer. Il y a toujours cette notion qu'il faut bien comprendre, qu'il y a une notion de satisfaction, une notion de plaisir, une notion de bonheur et une notion de félicité. Félicité, c'est pas très connu. J'entends rarement les gens me dire qu'ils sont dans la félicité. Après, c'est quoi la date du cannabis? C'est le 13 octobre, je ne sais pas quand. Là, il y aura beaucoup de félicité dans l'air. Mais ce ne sera pas la même, tout à fait. Ce ne sera pas le même genre de félicité. Mais il y a une distinction à faire et une reconnaissance entre la satisfaction, le plaisir, le bonheur et la félicité. Et un sujet aurait pu être pendant 1 heure juste de distinguer le plaisir du bonheur. Et combien on s'est souvent trompé, combien on a souvent confondu plaisir et bonheur. Et c'est une chose de dire « Ah, je suis tellement heureux ». Mais en fait, on a tellement de plaisir. Le bonheur est une vertu. Et c'est une vertu, le bonheur. C'est une qualité. C'est bizarre, hein? Si on le voit comme ça, que de ne pas être heureux, en fait, c'est un défaut.
Il y a quelque chose qui est faux, il y a un défaut, il y a une cassure, Ce serait pas une récompense. On va y arriver. Il est en avance, là. Tu brûles mon punch, là. Excuse-moi, dit-il. Non, t'as le droit d'être vite. On sème son bonheur. Et donc, le bonheur a une notion aussi d'être une vertu, une qualité. C'est bizarre, hein? Moi, quand j'ai appris ça la première fois, que le bonheur était une vertu, j'ai dit, ah bon? Il semblait que c'était la résultante de quelque chose. Et on dit non. Le bonheur, c'est une qualité. Comme la patience, comme la tolérance. Non? Oups, ça change tout. Alors, souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'en cherchant le bonheur ailleurs et en cherchant souvent des causes de bonheur, on s'éloigne en fait de cette réalité qui est que le bonheur est une qualité que je dois manifester, que je dois développer. Des gens pourraient dire des fois, pourquoi on n'est pas patient? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a plein de raisons extérieures qui justifient mon impatience? Ou est-ce que c'est pas simplement mon trait de personnalité? C'est-à-dire ma qualité ou mon défaut? Combien est-ce qu'on conçoit l'impatience comme un défaut? Tant qu'on ne considère pas comme un défaut, même des gens pensent que leur impatience est presque une qualité. Parce qu'ils pensent que ça leur fait faire des choses mieux, que ça leur fait avancer mieux. Alors, en fait, la patience est une vertu. Puis ceux qui ont la chance dans la vie de consciemment développer la patience vont faire l'expérience de combien la patience développe la paix et la science de la paix. Patience, pour moi, c'est la science de la paix. Tu sais, c'est le mot à l'envers, là, c'est la science d'être toujours paisible. Patience. C'est pas... Ouais, d'être géré quand les choses se passent pas comme on souhaite et qu'on reste patient. C'est beaucoup mieux que lorsque les choses se passent différemment de ce qu'on souhaite puis qu'on n'est pas patient. Là, on dit souvent à la blague, si on n'est pas patient, ben on devient impatient, parce que impatient et impatient. Il faut aller voir le médecin, parce qu'il faut se faire traiter. La patience, le bonheur, le contentement, ce sont des vertus. Et honnêtement, la relation qu'on entretient avec le bonheur, elle est audacieuse, parce que si on a le courage de regarder combien on est heureux sur le potentiel, et c'est souvent ce qu'on pose comme énigme aux gens quand ils viennent ici les premières fois. On leur dit, est-ce que vous croyez qu'il est possible d'être toujours heureux? Puis la plupart des gens vont dire, ben non, on ne peut pas être toujours heureux. Ah, t'as déjà abandonné alors. Non? Si on est convaincu qu'il n'est pas possible d'être toujours heureux, il y a des grandes chances pour qu'on ne soit pas toujours heureux. Parce qu'on a déjà dit que c'était impossible. Moi, je continue à croire, même si ce n'est pas mon expérience encore, qu'il est possible d'être dans un état de conscience tel que, dans différentes mesures ou à un degré différent, le bonheur soit toujours quand même présent, sous une forme ou une autre. Incassé, ininterrompu. Mais ça dépend, est-ce que je cultive une relation avec le bonheur ou pas? Je vous dis très très honnêtement, et pas du tout pour me vanter, mais juste pour prouver que le Raja Yoga fonctionne. Si je regarde il y a 20 ans, ma capacité à rester assez paisible, assez serein, c'était en pointillé. Et beaucoup de points avec des espaces plutôt grands entre les points. Et la continuité de ma sérénité était assez interrompue. Aujourd'hui, je suis vraiment content de voir qu'avec des efforts, avec une pratique, avec une discipline, avec beaucoup d'efforts, il y a une présence de plus en plus sereine, paisible, qui devient... les traits sont beaucoup plus longs que les espaces entre les traits.
Et ça, aujourd'hui, honnêtement, quand je regarde ça, je me dis, waouh, ça pousse. C'est ceux qui ont des plantes chez vous, là, puis quand ça pousse, puis qu'elle est grosse, on a un hibiscus juste devant ici. Et je l'adore, moi, il m'accueille tous les jours quand je rentre à la maison. Il fait un feu d'artifice de fleurs. Bon, là, il commence à hurler en disant j'ai froid. Il commence à se dire oups, on va encore me couper, on va encore me mettre dans un coin. Puis lui, il va hiberner pendant tout l'hiver. Mais quand ça pousse, c'est fabuleux, une plante. Et quand on sent qu'intérieurement, les vertus poussent, c'est magnifique. C'est quand on sent que la paix est vivante, puis qu'elle grandit. Pour moi, c'est ça la vie, quoi. Et le bonheur, c'est une relation qu'on entretient avec le bonheur. C'est un investissement. On va investir dans le bonheur. Et la formule que j'ai trouvée pour mon bonheur à moi, c'est si on s'aime pour l'autre, on reçoit pour soi. Et je sais que je vous demande beaucoup là de réfléchir, mais c'est compliqué ce qu'il vient de dire. Si on s'aime pour l'autre, des deux verbes, semer et s'aimer. Et c'est un beau miroir de dire, si on s'aime pour soi, ça veut dire qu'on est narcissiste. Si on s'aime pour l'autre, ça veut dire que ce qu'on aime en soi, c'est qu'on va le donner à l'autre. Si on est capable de s'aimer, de voir quelque chose en nous, une belle qualité, puis d'avoir cette volonté de dire, tiens, ça, je peux l'offrir à d'autres. Je peux être cette qualité pour le profit des autres. C'est-à-dire, pour moi, des fois, je me dis, ok, si j'ai fait des efforts, que je suis paisible, ben, si cette paix peut être utile à d'autres, elle devient précieuse. C'est comme si un jour, on vous disait, il y a une pénurie de tournevis dans le monde. C'est passé un drôle de truc, tous les tournevis ont disparu. Puis je dis, ben voyons, c'est pas possible. Mais là, vous regardez, puis vous voyez qu'en effet, vous aviez 10 tournevis, puis il n'y en a plus, il vous en reste un. Là, vous détenez le seul tournevis au monde. Ou mettons à Montréal. Mettons qu'il y en a à Toronto aussi ont des tournevis. Mais à Montréal, il n'en reste qu'un. Imaginez à ce moment-là le pouvoir de votre tournevis. Non, il devient super utile, non? Vous avez un tournevis, puis plus personne n'en a. Ben là, on peut l'utiliser pour les autres. Donc si on est égoïste, qui est un vice, là, notre tournevis, il fait juste visser davantage notre vice de l'ego. Tu sais, c'est pas utile. Mais si on veut être sans vice, c'est bon un tournevis. Je dis n'importe quoi. C'est pas prémédité. C'est pas prémédité. Moi, c'est la bande dessinée. Ben alors, elle est miraculeuse, cette femme. Elle était ailleurs avec moi il y a 5 minutes, puis c'est tous les deux, c'est du vrai. Qui fait ça, Star Trek ou Beam Me Up? Alors, dans ce sens-là, si moi j'ai une paix intérieure, je peux me réjouir et la garder pour moi tout seul, ou je peux être au supermarché, sachant que ma paix est très précieuse. Parce que la personne qui est à la caisse est peut-être stressée. Puis si je nourris ma paix, si j'ai cette révérence envers ma paix, quand j'arrive et que c'est à mon tour, ben, je suis conscient que juste un petit regard, un petit sourire, puis des fois un petit peu d'humour, une petite parole. Oh, je peux lui demander si elle en vend des tournevis, elle va aimer ça. J'aime bien, elle va dire, sors-lui l'histoire des tournevis, ça va aimer. Oui, ça va peut-être la dévisser un peu, quoi. T'es peut-être un peu coincé, non? Ouais. Mais moi, j'ai pas, ça m'a pris des années à vivre ça. D'être conscient. En ce moment, par exemple, je prends conscience que un esprit clair, quand on cultive la paix, ça nous donne accès à des pensées qu'on n'aurait pas si on était perturbé. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il m'arrive de plus en plus souvent d'être dans des situations dans lesquelles je partage une idée, puis ça fait comme « Ah, ça a l'air de faire l'affaire de bien du monde. Ah, super, on cherchait justement une idée pour se sortir du trou. » Puis d'où ça vient? I don't know. Comme la vis, là, je ne sais pas d'où elle sort.
Mais ça sort. Puis après, je me dis, bon, ben, si moi, j'ai fait tant d'efforts pour me dévisser tous les boulons, là, et puis les vis, puis les machins, puis si j'ai fait tant d'efforts pour avoir un esprit clair, puis que ça peut servir, ben, tant mieux. Et c'est pour ça que je dis s'aimer pour les autres. C'est semer pour les autres aussi. Si je fais des choses, je sème pour les autres. Donc là, du verbe semer. Je reçois pour le soi. Donc on récolte ce qu'on a semé, bien sûr, mais on récolte en fonction de combien on s'est aimé aussi. Parce que s'aimer, on en parlait la semaine dernière, je pense, c'est vraiment surtout l'estime de soi et combien on valorise un peu ce qu'on est comme individu, comme être. Et à ce moment-là, on peut apporter différemment. Je pense que de faire des choses pour les autres, de valoriser nos qualités, de les offrir aux autres, c'est la meilleure façon de maintenir le bonheur sans attendre le bonheur. Le bonheur sans attente, sans désir, pour moi, je le définirais comme étant un état de grâce. Vous connaissez ça, les états de grâce? Pas de graisse, hein, de grâce. Quand est-ce qu'on est dans un état de grâce? Je ne sais pas s'il faut être chanceux. Il faut créer. Je pense que c'est plus ce que tu disais tout à l'heure. Il faut créer ce moment, mais sans attente. Et c'est pour ça que je trouve beau dans la spiritualité cette notion de juste servir l'autre, d'être à la disposition des autres, de faire des choses le plus possible pour les autres, puis de ne pas se préoccuper après du bonheur. Puis de voir comment le bonheur, ma relation avec le bonheur, ce que je cultive comme relation avec le bonheur, est une relation de très grand respect. Et je vous jure, moi, mon expérience a été, quand j'ai commencé cette pratique, cette philosophie, ben, on nous confronte avec toute la notion du karma, la philosophie du karma. Tu récolteras ce que tu as semé. Puis le karma, selon la loi orientale, est mathématique. Et on dit que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Donc tout ce que j'exprime par mes pensées, mes paroles, mes actions, mon attitude, mes vibrations, tout ce que je crée revient un jour ou l'autre avec la même intensité, mais en direction opposée. Donc si j'émets une énergie positive, cette même énergie en quantité reviendra un jour ou l'autre aussi positive. C'est au début, quand tu entends ça, tu te dis, mais là, ça élimine la chance, ça élimine la destinée un petit peu dans la notion que Dieu décide ou que quelqu'un d'autre décide. Ça met Dieu, en fait, sans emploi. Il est sur le chômage. Dans la loi du karma, Dieu est au chômage. Parce qu'il veut dire, moi, tu fais ce que tu fais, puis tu récoltes tout ça. Je n'ai pas interféré, je n'ai pas à intervenir. Ça, c'est un gros changement par rapport à... Tu sais, Dieu est responsable de tout, il fait tout, il décide tout et il s'occupe de tout. Nous, on dit, non, tu peux jouer au golf là, tant que tu veux, là, tranquille, fais ce que tu as à faire, lis les Écritures, ça va te faire du bien. Tu nous diras ce que tu en penses. Mais il y a tout chômage dans la loi du karma. Je fais, je récolte, point à la ligne. Et quand on avait mis cette réalité face à moi, j'avais vraiment adoré cette leçon. C'était la leçon qui m'a le plus transformé personnellement. Parce que j'avais toujours cru avant la loi du karma qu'il y avait des injustices, qu'il y avait des fatalités, qu'il y avait des choses qu'il fallait... Je suis encore militant à ma façon, je veux encore changer les choses. Mais je me victimisais pour tout. Tous mes malheurs étaient à cause de... La loi du karma te dit, si t'es malheureux, mon ami, non. Regarde-toi à l'intérieur, puis tu les as créés, tes malheurs. Mais il y a longtemps, puis ça te revient en paquet des fois. Et on dit à la blague, la loi du karma n'est pas informatisée, malheureusement. Ce qui fait que le problème, c'est qu'on accumule des moments négatifs, puis on les accumule, puis un jour, ils arrivent comme un gros moton. Puis là, tu dis, voyons, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? 25 ans d'erreur, mon ami. Tu as fait 25 ans la même erreur, tous les jours, 10 fois par jour. Désolé, la facture arrive à tes 52 ans, bon anniversaire.
pardon, oui, oui, oui. En cours de route, on en fait tous. Oui, oui, je sais pas. Il y a le pardon, tout ça existe. Hein. Mais la loi du karma reste la même. C'est une mathématique. Je lance une pomme. Normalement, si je suis sur la planète Terre, là, elle va tomber. Puis on a calculé le poids, la direction, tout ça, c'est calculable. Moi, j'aime l'image de billard. Si quelqu'un vient pour, je sais pas comment on appelle ça, frapper une balle, une boule, si tu t'arrêtes là, puis tu es scientifique, tu calcules son poids, sa force, ce qu'il a mangé au petit déjeuner, tu calcules tout, tu devrais être capable de prédire exactement où va aller la boule, puis qu'est-ce qu'elle va frapper, puis comment. C'est mathématique. Mais ça n'empêche pas à l'individu, à la dernière seconde, d'avoir une pensée, puis de tout changer. Et la loi du karma, elle est exactement comme ça. Tout est action-réaction, mais j'ai toujours la liberté, à un moment donné, de changer d'idée. Puis de dire, au lieu de dire une bêtise, de rien dire. Au lieu de sacrer et de m'énerver, de rien dire. J'ai la liberté de le faire. Alors, la loi du karma faisait en sorte que on dit, tout ce qu'on va vivre, c'est nous qui le semons. Et on définit en spiritualité le bonheur, souvent, comme étant le fruit de nos qualités. C'est-à-dire, tout ce que j'exprime de façon vertueuse se manifeste par le bonheur. Tout ce que j'exprime de façon destructive, négative, se traduit à un moment donné ou à un autre par la souffrance ou la peine. C'est pour ça qu'on dit que le bonheur est une vertu qui se cultive. C'est-à-dire le bonheur est délicat, c'est une vertu extrêmement fragile. On peut briser un bonheur, on dit souvent c'est comme les ponts, tu le fais sauter en 2 minutes, et ça prend combien de temps construire un pont? Ça prend du temps. Et la vertu du bonheur, c'est pas qu'on dit, tiens, je serais heureux si j'ai ça. Je serais heureux quand je serais comme ça. Parce qu'à partir du moment où on met une condition au bonheur, à partir du moment où on désire quelque chose, ou qu'on attend quelque chose, souvent, on se déresponsabilise d'être responsable de créer ce bonheur. Et l'équation pour moi, c'est si j'ai une belle voiture, je ne serai pas heureux. Mais j'aurai beaucoup de plaisir. C'est pas du tout pareil. Moi, je connais des gens qui m'ont souvent dit, quand on était plus jeunes, pour eux, une famille stable, des enfants, bonne éducation, c'est ça l'équation du bonheur. Si je peux avoir ça, là, je serai heureux. Et on leur souhaite, évidemment, et ils l'atteignent parfois. Mais quand tout ça casse, il n'y a plus de bonheur. Donc, c'est un bonheur conditionnel, un bonheur temporaire, et en fait, souvent un bonheur artificiel. Ça choque, non? Parce que les gens qui le possèdent vont dire, non, c'est vrai, je suis vraiment heureux. Je dis, oui, mais c'est une condition. Tu as mis une condition à ce bonheur. Et ce qu'on recherche en spiritualité, c'est de cultiver qu'est-ce qui va vraiment créer dans ma vie ce moment de grâce, ce moment de bonheur. Et moi, mon expérience, c'est quand j'ai appris la loi du karma, j'ai commencé à l'appliquer, honnêtement, au quotidien, me dire, non, ce que je fais, ça me revient. Alors, c'est sûr qu'au début, c'était un peu grossier. Tu sais, je faisais du bien, on disait, j'ai fait du bien. On reçoit quand le paiement, ça vient quand, là? Le chèque de paye, il arrive quand? Puis il se passait rien du tout, tu sais. Les mésaventures continuaient, la souffrance continuait. Et puis, j'ai continué à semer. Après, j'ai appris à s'aimer. Et un jour, je me suis levé, puis pour aucune raison, j'ai dû me rendre à une évidence que j'étais béat. Tu as déjà senti ça, la béatitude? Une forme de félicité. C'est pas une niaisitude, là, c'est pas la même chose. C'est pas être niais, c'est être béat. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait une espèce de souffle de bonheur énorme. Honnêtement, je vous jure, c'était quelque chose que j'avais rarement ressenti et qui est arrivé comme de nulle part. Il ne se passait rien du tout. Les murs étaient toujours les murs. Il n'y avait toujours rien
ni gagné à la loto, rien du tout. Puis puis je me suis surpris. En fait, j'étais comme ça probablement depuis un petit moment. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, qu'est-ce qui t'arrive là? Puis je me suis comme arrêté à me dire, pourquoi t'es si là, comme ça? Puis ma seule conclusion, c'était, aucune idée. La paye. La paye était là. C'était le jour de paye. Et honnêtement, c'était ça. Et je me suis dit, ça, c'est étrange, ce bonheur. Et j'étais comme bien, tu sais, j'étais vraiment bien, puis joyeux, etc. Et c'était pas comme les journées où on est de bonne humeur, ou c'est autre chose. Je sais ce que c'est que la bonne humeur. Et là, c'était pas ça. C'était un bonheur qui me semblait comme, d'où tu viens? Et généralement, je me dis, ce genre de bonheur est toujours associé à quelque chose. Ah, je suis content de te voir. Ah, on se voit demain. Ah, je suis content. Ah, je viens de gagner ça. Ah, c'est super. Ah, tu sais, il y a toujours une cause immédiate. Et là, il n'y en avait pas. Et sincèrement, ce que j'ai ressenti pendant très longtemps après, c'est que ces épisodes revenaient de plus en plus. Et à chaque fois, j'étais incapable de les associer à une source précise. Et j'ai juste compris que dans la vie, ben, si je continue à semer et à s'aimer, ben, ça va faire partie de l'équation. C'est ça. C'est ça. Donner pour les autres. Et recevoir, ouais. Mais il ne faut pas que ce soit en vue de recevoir. C'est ça le trick, là, le piège, c'est si je me mets à donner à l'autre en disant, bon, ça va me donner un bon chèque de paye, je viens d'annuler la paye. Et c'est dans ce sens-là où je pense que il faut cultiver cette espèce d'abandon, hein, dans lequel on est bienveillant, pas pour recevoir le fruit de la bienveillance, mais simplement parce que c'est une qualité, c'est une vertu, c'est une nature qu'on développe, c'est une caractéristique de notre personnalité. Et encore une fois, c'est un cheminement. Dans cette bienveillance, je me suis fait dire un jour, attention, es-tu vraiment bienveillant? Après, il y a la fausse bienveillance, avoir l'apparence de... Puis on évolue, tu sais, on enlève les artifices, les masques dont tu parlais la semaine dernière, si je me souviens bien. Puis de dire, non, on veut être authentique, on veut être vrai. Et aujourd'hui, ma relation avec le bonheur, comment je cultive le bonheur, c'est comme si le bonheur était presque un être vivant en moi. Puis le moment où je ne le respecte pas, pour être très discret, il s'en va. Le moment où je ne respecte pas les règles, le bonheur ne va pas faire une scène, il va juste disparaître. On dit l'absence de bonheur est un défaut de l'âme. L'âme ne fonctionne pas. Si tu as un frigidaire, tu l'ouvres puis que c'est très chaud à l'intérieur, il ne marche pas ton frigidaire. Il est mal réglé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et nous on dit si l'âme n'est pas heureuse, il y a un défaut quelque part. Parce que la nature de l'âme, normalement, est de vibrer sur ces qualités essentielles, on appelle le bonheur, la paix, la pureté et la puissance, l'énergie. Ça, les qualités fondamentales de l'âme. Paix, bonheur, pureté, puissance, force, énergie. Et si on n'a pas ces énergies-là, c'est que l'âme, elle a un défaut, elle est abîmée, elle est cassée, elle est dysfonctionnelle temporairement. Et la méditation, c'est rebrancher les fils. C'est juste délicatement dire, ok, là, il y a un problème. Ah, gros égo, là. Ouh là là, où est un gros égo? Là, il faut le dévisser, donc sort le tournevis. Et là, il est très précieux. Sentir qu'on va vers la mission qu'on a sur Terre. On l'a défini, notre mission. On n'est pas... souvent, les gens disent, j'ai eu un appel. On dit, un appel... 911, 311 qui t'a appelé. Non, c'est l'âme définit sa mission aussi. On a une sensibilité. Il y a des gens qui sont insensibles à l'injustice. Ils peuvent être témoins de la malhonnêteté, ça ne les dérange pas. D'autres gens sont allergiques à l'injustice. Ils deviennent fous devant l'injustice. Au point de devenir agressifs, violents et... Oh, ok, chacun a sa sensibilité. Il y en a, c'est prouvé, plusieurs types de... Comme on dit, on a souvent des animaux en nous. Savez-vous qui habite en vous en termes d'animaux? On a tous différents types d'animaux. Les Chinois ont ça aussi.
définit ça qu'on a des types d'animaux. Les animaux sont un peu notre miroir. Et il y en a qui sont ces chiens bergers. Tu les mets dans un groupe. Si on devait nous enfermer ici, je vous garantis qu'entre nous, là, je suis sûr qu'il y a un chien berger caché quelque part dans l'un d'entre nous. Puis que celui qui est un chien berger, là, pas besoin d'être berger allemand, il peut être berger québécois, canadien, ça marche aussi, mais le chien berger en nous va ressortir seulement dans des circonstances particulières. Ça prend un troupeau, puis si jamais il y a un loup qui débarque, là tu vas voir que le chien qui a l'instinct de protéger, il va le faire. C'est intéressant. C'est accessoire. Le chien, il se débrouille tout seul. Les chiens bergers, les chiens qui ont dans cette conscience-là, ils le font naturellement. Ils s'occupent de protéger l'autre. Et nous, on a des sensibilités, c'est ça que j'essaye de dire. Il y en a qui ont la sensibilité de toujours faire en sorte que les autres soient bien, là, ils vont penser aux autres avant. Il y en a d'autres, là, c'est toujours sauf qui peut. Tu sais, c'est comment je peux me tirer d'ici? Je sors toujours les portes de sortie. Puis si possible, si je peux prendre le paquet de bonbons en partant, ça va très bien, tu sais, avant que les autres pigent dedans. OK. Drôle de sensibilité, mais c'est leur truc. Les enfants qui font ça? Les enfants, les adultes aussi. Alors, on est tous avec ces sensibilités-là. Et pour moi, la notion de cette relation avec le bonheur, comment je cultive le bonheur, ben, c'est me demander, est-ce que le bonheur vient dans ma vie ou est-ce que je cours après? Est-ce que j'ai le sentiment que le bonheur vient vers moi en me disant, tu sais, tu me mérites. Tu m'as mérité, là. Je viens juste comme récompense et autres. Et le bonheur et ensuite il devient une vertu. Et le fait de rendre le bonheur une vertu, c'est d'avoir cultivé assez de relations avec ce bonheur pour qu'il puisse s'enraciner, qu'il puisse prendre vie en moi. Et ça veut dire qu'il faut arrêter de le détruire à chaque fois. On parle souvent dans les réflexions modernes de s'auto-saboter, c'est ça? Se saboter? On se détruit soi-même. Les gens qui ont toute cette gamme de chapelets, de mines, non pas antipersonnelles, mais des mines personnelles. Non, j'y arriverai jamais. Non, je suis pas capable. Non, ma mère me l'a dit. Tu sais, on a toutes nos propres formules. Là. Toutes sortes de formules. Là. Comment est-ce qu'on arrive à créer le bonheur pour qu'il reste? Et pour moi, c'est de reconnaître ma dignité comme individu. De dire que je mérite ce bonheur. C'est que si j'ai pas de bonheur, peut-être c'est parce que j'arrête pas de me faire du mal. Je me fais souffrir. Après, je suis pas heureux. Ouais, mais je me fais souffrir. Pas volontairement. Parce que j'ai des faiblesses, parce que j'ai pas compris quelque chose, j'ai pas réalisé quelque chose, je me suis pas vu. Tu sais, on dit, je sais plus si c'était ici ou ailleurs, je me disais, quand on se regarde tous les matins dans le miroir, on voit le corps. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de voir l'âme? Avez-vous un miroir magique à la maison? Ça serait pas mal, hein? Tu te regardes le matin, puis tu vois pas ton corps, puis tu verrais juste une lumière. L'introspection nous aide. Mais la vision qu'on a de soi est très difficile. C'est pour ça qu'on parle du troisième œil, l'œil qui voit ce que les yeux physiques ne voient pas. Et moi, je vous jure, ça fait des décennies que je regarde, je cherche, j'ai des expériences. Et ça a pris du temps avant que parfois on a des espèces de révélations où on ose se voir comme un être magnifique, noble, la vie étant tellement importante, et de se dire que peut-être que si j'enlève toute la boue puis les mauvaises herbes et toutes les écailles que j'ai qui sont pas normales, mais au fond de moi il y a un être qui est magnifique. Et quand on voit cet être-là, on appelle ça beaucoup la dignité de soi, qui est encore plus élevée que
sais, que l'estime de soi, ou l'amour de soi, ou le respect de soi, mais tu as la dignité de soi. Où on se dit un jour, « Hey, si je me respectais vraiment, là, je ne me laisserais pas être malheureux. J'accepterais pas qu'une situation me rende malheureux. Parce que je ne mérite pas ce malheur. Mais qui décide de ce que je mérite ou pas? C'est combien je me valorise qui va faire en sorte qu'un jour je dis non. » Alors l'expression qu'on a, qu'on utilise malheureusement pas très bien, c'est l'expression « ça vaut pas la peine ». Et je trouve qu'on devrait se la sortir beaucoup plus souvent, cette expression. Ça ne vaut pas la peine. Mais ça veut dire qu'on a accepté que moi, je vaux beaucoup plus que la peine. Donc ce que je vis, ce qu'on me dit, ce qu'on me fait, ce qui m'arrive, ne vaut pas la peine. Et je peux me le dire seulement si je me suis dit un jour, moi je vaux tellement que ma valeur est là. Et donc quand je vois ça, oh ben là, non, ça là, je ne vais pas m'abaisser juste pour ça. Ça vaut pas la peine. Donc je reste là. Le danger, c'est que ça peut être un gros ego, tu sais, qui fait ça. Comment ça? Tu pensais pendant que je parlais? Tu m'écoutais pas? Mais non, je t'écoutais. Tu vois? On barate un peu aussi. On barate, ok, c'est bon, vas-y. J'ai le temps de boire de l'eau. Face, ok, avec un sentiment de bonheur personnel. Peut-être juste 30 secondes, on va te donner le micro, parce qu'il y en a en ligne qui aiment bien, qui nous ont dit les dernières fois qu'ils adoraient entendre quand quelqu'un parlait. Juste à l'essence, mais... Donc, face à ce beau bonheur qu'on peut développer en soi, qu'on a de plus en plus, l'amour de soi et l'amour des autres. Mais moi, je me dis aussi, face à la fin de la vie, qui est quelque chose de très difficile à accepter, moi, je lis plus ça, je lis là-dessus pour le moment, comment, vis-à-vis de toutes sortes de drames, rester dans cette paix, accepter peut-être des choses difficiles en fin de vie, quand on voit des amis de la famille en fin de vie. Donc ça aussi, c'est un bonheur spécial à cultiver. Ou il y aurait peut-être un autre mot, un équilibre ou une acceptation de ce qu'est la vie. La naissance. Mais écoute, c'est trop particulier que tu soulèves ce point maintenant parce que je voulais pas le mentionner, mais tu sais la raison pour laquelle on a commencé un peu plus tard ce soir? On était à une cérémonie, pour appeler ça des funérailles ou justement de quelqu'un qui a quitté. Jacques, qui était un membre ici, qui était avec nous depuis 20 ans, et le mari de Gisèle. Et donc, on était à un moment exceptionnel qu'on a vécu avec 75-80 personnes, je pense. Et on était exactement... Et je m'étais dit, je ne vais pas faire allusion à ça, ça n'a pas rapport ce soir. Et là, tu me demandes comment cultiver. Alors, je ne sais pas si c'est... Comme je disais tout à l'heure, c'est que le bonheur a différents grades. Et je pense qu'au moment où on quitte le corps, ou que quelqu'un quitte le corps, ou qu'on se voit partir, ou qu'on voit d'autres partir... C'est pas qu'on veut ressentir un bonheur de feu d'artifice, mais c'est pas possible, mais c'est pas celui-là qu'on cherche. Mais c'est que ma relation avec le bonheur, c'est quoi? Et moi, je dirais qu'à ce moment-là, je veux que le bonheur soit pas loin. Je veux pas lui donner la parole, mais je veux pas qu'il soit trop loin non plus. Et ce soir, ce qu'on a vécu, Sylvie était là, Louise aussi, puis on disait... il faut un équilibre entre ce qu'on vit de nos liens physiques avec les gens. Ils vont nous manquer, c'est sûr. Mais si on fait le lien avec la spiritualité, il faut souligner qu'est-ce qui est vrai. Il n'y a pas que le corps n'est plus là, l'être est parti, c'est une vérité, mais l'âme est encore là, c'est une vérité aussi. Et que l'âme, peut-être, a autre chose à vivre, pourquoi pas. Alors, selon ce que je regarde, selon ce que je vois, selon ce à quoi je pense, pour moi, ça maintenait un bonheur pas loin dans la salle. Et ce soir, ce qu'on a vécu, c'était un moment assez serein, assez léger. Il y avait, des petits moments où tu sens qu'elle a une grosse boule qui monte, une émotion.
Puis là, tu as le bonheur dans le coin de la pièce qui dit « Hey, je suis là ». La relation qu'on entretient avec le bonheur. Il y a une distance. À cause de la peur aussi, que c'est un sujet plutôt tabou. Ouais, j'embarquerai pas dans tous les éléments parce que le but, c'est de quoi? C'est de comprendre que, oui, bien sûr, il y a la peur, il y a le pardon, il y a tous les cousins, les petites nièces, les neveux, sont tous dans la cérémonie. Mais le bonheur est une réalité, le bonheur est une vertu, le bonheur est en nous. C'est une qualité que je peux générer. Je pourrais te dire, regarde, si on fait l'expérience maintenant, on arrête, on évoque la présence du bonheur, puis on va se pomper de bonheur. Puis on va le faire en méditation. C'est une réalité. Je lui donne de la place. Pourquoi je serais malheureux? Parce que quelqu'un est décédé et que je donne 100% de mon attention à cette réalité. Mais le même moment, je peux décider de penser à autre chose. Puis moi, je vais penser à ma grand-mère qui est décédée. Et puis je vais dire, mamie, t'es là? Et là, je vais voir un grand sourire apparaître. Puis, bien sûr, je suis là. Tu penses que je t'ai laissé tomber? Pauvre petit pute. Ben non, je t'ai pas laissé tomber. J'ai que ça à faire. Tu sais, j'invente, mais je fais juste dévier mon attention. Je vais chercher le bonheur. Et c'est là où la vertu est une capacité à diriger mes pensées, à diriger mon être vers une vérité qui est toujours présente. Quelqu'un peut-être est décédé, ok, mais moi je suis pas mort. Moi je suis en vie, là, pleinement. Et je rencontre des gens, la famille, les gens qu'on aime, etc. Je peux diriger mon attention comme je veux. Et ma sagesse, mon courage, mon impavidité, on en a parlé il y a quelques semaines, l'impavidité va faire en sorte que mon esprit reste concentré sur la source du bonheur, parce que ma relation est avec le bonheur aussi. Et je vais dire que tel événement ne vaut pas la peine de m'effondrer ou de perdre contrôle. Je ne dis pas que je le fais à 100%. Je disais, en venant justement de l'événement, je disais, moi, si je devais perdre les 7 qui me sont chers aujourd'hui, je ne garantis absolument pas que je ne vais pas me sentir très seul dans la pièce et que le bonheur, je vais dire, je pense qu'il vient de partir, partie de bowling quelque part, là, mais il m'a oublié ou il n'est plus là. Peut-être. Mais j'ose espérer que d'ici là, je vais avoir cultivé cette relation avec le bonheur pour jamais le laisser partir trop loin. Je pense que moi, la relation que je cultive avec le bonheur, c'est ça, c'est de lui dire, t'es là, hein, tu pars pas. Je parlais à un ami ce matin et on se disait, pour moi, une des plus grandes leçons de vie, c'est celle du Petit Prince et du renard. Et puis c'est tellement un beau message de dire que quelqu'un, comme le Petit Prince, qui est tout innocent, puis qui va en renard, il pense une petite peluche, puis un beau nounours, puis il vient pour le prendre, il dit, non, on ne prend pas comme ça, moi. Faudrait que tu m'apprivoises. Ça va prendre du temps. Puis le Petit Prince dit, ouais, mais dès qu'on va être amis, je vais partir. Oui, mais quand tu partiras, je serai toujours avec toi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça une grande leçon de vie, c'est que le bonheur, si tu sautes dessus, puis tu l'embrasses, puis tu veux le saisir comme une peluche, ça ne marchera pas. Et si j'ai cultivé ma relation avec le bonheur, que j'ai compris d'où il vient, que je lui ai donné de la place, puis que je reconnais qu'en fait le bonheur, c'est la dignité de soi, purement et simplement, que j'ai tellement vu quelque chose en moi qui est honorable, qui est digne, que tu ne peux pas ne pas avoir de bonheur. La dignité, tu sais, par exemple, si on respecte, si on a la dignité de soi, on se présente d'une certaine façon, on ne va pas se laisser démonter parce qu'on a une certaine dignité. Les gens vont dire, il est tellement digne. Il ne s'est pas laissé abattre. Non. Donc sa dignité lui a donné cette prestance tout du long. Dignité. Alors le but étant toujours le même, de vous remuer les méninges un petit peu. Je n'ai rien réglé ce soir. J'espère que le tournevis aura une nouvelle signification dans votre vie, que si vous ouvrez votre boîte à outils, vous vous dire, ah oui, j'ai un tournevis. J'espère que l'idée simplement de se dire que le bonheur est une vertu peut peut-être nous faire réfléchir au bonheur différemment.
Et la simple idée que le bonheur est lié à cette espèce de dignité qu'on cultive en soi et qui fait en sorte qu'on ose dire de plus en plus souvent, ça vaut pas la peine. Et puis si vous cassez le plus bel objet que vous avez précieusement conservé depuis 30 ans chez vous, puis que ce soir, non pas ce soir, je ne vais pas vous porter malheur, mettons que dans les prochains jours, ou non, okay, mettons les prochaines années, ou qu'un jour, il se casse, qu'est-ce que tu veux, si jamais, j'espère juste que vous aurez la présence d'esprit de dire, ça vaut pas la peine. Même si c'est $1 million, l'objet, puis qui vient de se casser, ça vaut pas la peine parce que moi je vaux plus que ça. Et le mantra, c'est de se dire que s'aimer, si je sème pour les autres, je reçois pour moi. Attends, juste on va donner le micro à notre DJ multifonction à 8 bras, apparaît tout à coup avec un micro. Poup. Est-ce que tu dirais que le bonheur est indépendant de l'intensité des moments vécus? Je ne dirais pas que le bonheur est indépendant de l'intensité des moments vécus. Je dirais qu'il est en lien avec cela et qu'il est entièrement dépendant de la façon dont je me permets de vivre l'intensité du moment. Donc, je ramène le bonheur en relation à ma capacité de gérer ce que je vis selon le moment. Et ça veut dire qu'un moment vécu peut être très intense, mais si j'ai une forte capacité de garder le contrôle, mon bonheur ne partira pas. Et si un moment est très négatif, mais que j'ai une grande capacité à rester impavide, serein, patient, etc., je garde le bonheur. Donc, ce n'est pas l'intensité du moment qui détermine la relation avec le bonheur. C'est ma capacité à gérer l'intensité du moment. Est-ce que ça a une équation qui marche? Parce que sinon, on remet encore une fois le bonheur aux mains des événements. Et ça veut dire qu'on perd le contrôle. Et moi, je préfère ce petit bonheur que j'ai ramassé une fois au bord d'un chemin. C'est ça? Oui. Et j'aime cette chanson qui nous dit, hey, il est juste là. Ramasse-le, prends-le. Mais de cultiver une relation avec le bonheur qui est presque humaine. Et moi, honnêtement, j'ai déjà parlé au bonheur en disant, puis, tu m'aimes? Tu m'aimes-tu? Il m'a dit, je t'observe. Et j'ai senti qu'il me disait, si tu es digne, si tu te respectes toi-même, je resterai là. Mais si tu te fais mal constamment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le bonheur ne s'imposera pas. Le bonheur, il est là parce qu'on lui a fait l'espace. On a cultivé sa place. C'est pour ça qu'on dit souvent que le bonheur est important dans les petites choses. Pourquoi? Parce que les petites choses me font comprendre que le bonheur n'est pas une acquisition gigantesque. Le bonheur est toujours là, silencieux. Et si je lui donne l'espace, je me rends compte qu'il est juste... Ce que j'aime gérer, moi, c'est la distance avec le bonheur. C'est sûr que des fois, quand on est... des situations malheureuses, si on quelqu'un m'annonce qu'il a le cancer, c'est sûr, je ne vais pas sauter de joie et dire « Ouais, super, c'est génial ». Bien sûr que non. C'est sûr, je vais ressentir quelque chose. Mais je vais sentir peut-être qu'il y a un clin d'œil pas loin, puis que le bonheur va dire « Hey, tu m'oublies pas. Je peux faire quelque chose. Je peux t'aider. » Et moi, ce soir, ça m'a aidé de maintenir le bonheur parce que je vous assure que 80 personnes qui pensent à un être disparu, j'ai la voix qui grelottait un petit peu par moment, puis il fallait... oups, allez, ressaisis-toi. Non, perds pas le fil hein, du petit bonheur que tu as ramassé quelque part. Ne le perds pas, il est là. Il t'a pas quitté. Utilise-le pour alléger un peu, pour aérer un peu. Puis ça vaut pas la peine. Les émotions, quand quelqu'un de proche s'en va, les émotions sont là. Les émotions sont là, mais on est libre de les gérer ou pas. Si on fait juste dire j'ai une émotion, je suis victime, le yogi va dire j'ai une émotion, je fais attention, je la gère. Je fais quelque chose avec. Ça veut pas dire on refoule pas, mais on peut les transformer. Moi, je peux avoir une colère, honnêtement,
Ça m'arrive, c'est des tout petits tremblements de terre. Et quand je m'impatiente, il y a tous mes systèmes d'alarme qui sonnent, puis qui disent quelqu'un te regarde, la réputation du Raja Yoga. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que des fois, je suis conscient que on est censé au travail, les gens, si je perds patience, je me dis ah, Eric, tu t'impatientes? T'es pas censé être toujours calme, toi? Ils me taquinent beaucoup comme ça. Mais non, sincèrement, ce que je veux dire, c'est que si j'ai une émotion négative, je la sens. Je ne vais pas la refouler, mais je vais faire un effort pour la dompter. Là, il faut la maîtriser, puis j'ai attention, puis on a des techniques, puis on sait quoi faire. C'est sûrement des applications sur votre téléphone. Alors, on essaye d'être heureux? On l'est déjà? Alors, prenons quelques moments. On va méditer sur le petit bonheur. Le courant des pensées, les vibrations du cœur, le silence. Je retourne dans ce monde intérieur où tout est subtil. Au centre du front, la lumière. La lumière. La lumière. Comme une étincelle qui brille. Un silence. Une onde de silence. Une vibration de silence. Mes pensées douces, paisibles. Mes amis, les pensées tout autour de moi qui sont là pour m'aider, qui m'accompagnent. Moi, la lumière. La lumière. Et quand je fais la paix avec moi-même, que j'accepte à lâcher prise, quand je me sens libre, présent dans le présent, sans passé, sans futur. La lumière, comme une étoile au centre du front. Comme si je pouvais ressentir la source de la vie dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. Cette étincelle de vie qui brille.
comme si des rayons venaient danser dans mon esprit, de lumière. Et dans cette paix intérieure, dans le silence, entre les pensées, toutes ces expériences qui viennent, l'amour, la paix et le bonheur. Comme si mes pensées avaient été chercher ces grandes vibrations, ces énergies puissantes d'amour, de paix et de bonheur. Et je laisse ce bonheur venir à moi. Il est comme un grand soleil, puissance incroyable. Il est la vie, il est le bonheur. Un bonheur qui ne s'impose pas. Un bonheur qui m'emplit complètement. Une grâce. Un état de légèreté absolue. Un abandon de soi dans le bonheur. C'est un bonheur très tendre. Un bonheur subtil. Il vient comme une vague. Parfois presque imperceptible. Et parfois comme une vague dans laquelle je nage dans le bonheur. Je m'abandonne. Tout ça dans la lumière. Mes pensées qui créent ce bonheur. Mes pensées qui invoquent le bonheur. Et je me dis que j'aurai toujours en moi cette lumière. Et que cette lumière transporte toujours en elle du bonheur. Ok. Alors, vous êtes arrivé ici, il faisait jour. Maintenant, il fait nuit. Mais quand vous allez sortir,
il fera jour de nouveau. Parce que vous êtes les nouvelles étoiles du bonheur. Donc, on compte sur vous. Allez sortir la lumière du bonheur à toutes et à tous. J'espère que ça allait, ça va, je ne suis pas trop fou ou non, ça va. Je me soigne, hein, je fais des... Oui, ça va. En espérant que ça vous donne des idées au moins pour la semaine et jusqu'à la prochaine chicane. Jusqu'à la prochaine.